nous nous sommes dit que les acteurs, ils sont formés, ils sont à Pointe-Noire, mais comment on peut les sortir de leur zone de confort? Parce qu'ils sont à Pointe-Noire, le monde, ils ne s'arrêtent pas à Pointe-Noire. Donc il fallait créer donc, cette espèce de rencontre, cette espèce d'échange avec les acteurs de grandes villes, donc Brazzaville, Pointe-Noire et Belize. Et aujourd'hui, nous avons donc une table ronde. Nous l'avons intitulé, nous, l'accompagnement. On a voulu faire une petite provocation à tout le monde. Accompagnement du secteur de la culture au Congo, politique publique et coopération internationale. Dans le volet politique et stratégie, je dois de vous dire que la mairie de Pointe-Noire se dit est tout à fait satisfaite, n'est-ce pas, de ce qu'il y a aujourd'hui une collaboration étroite avec les acteurs promoteurs et les animateurs culturels. Alors, qu'est-ce qu'elle entend faire de façon concrète? Il dit mailler toute la ville d'infrastructures culturelles, donc nous pouvons accueillir un certain nombre d'activités à l'image du centre culturel Jean-Baptiste Atinka qui nous accueille présentement, parce qu'elle dit qu'il faut des besoins de culture. Il faut autant d'espace parce qu'elle pense que la culture, dans le cadre de la diversification du plan de l'économie, a sa partition à jouer. Lorsque Mme Lydie Bongo arrive à la tête du ministère de la Culture, je ne vais pas refaire un bilan général de la situation, mais tracer juste 2-3 grandes lignes. Il y a un constat qui est fait, qui est partagé, parce que je sais que c'est des choses que vous savez. Il manque des infrastructures. Il y a un vide et une caducité juridique, c'est-à-dire que les textes, pour ceux qui existent, sont anciens ou pas appliqués, parce que les textes peuvent être nouveaux, mais pas appliqués. En droit, on dit qu'ils sont caducs. Vide juridique, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réellement prises en charge. Il n'y a pas de fiscalité adaptée au secteur artistique, il n'y a pas de sécurité sociale adaptée au secteur artistique. Des textes vieux, parce que nombreux ne sont plus adaptés à notre époque. Je vous prends l'exemple du texte sur le droit d'auteur et les droits voisins, qui date de 1982. En 82, vous imaginez quel était le président au pouvoir, et de 82 à maintenant, la loi qui encadre les droits d'auteur n'a pas beaucoup évolué. On est à l'ère du streaming, avec des solutions qui étaient adaptées à l'époque de Marien Boyer. Vous voyez encore une fois que le fossé est grand. Ça, c'est pour parler du cadre infrastructurel et du cadre juridique. La situation qu'elle rencontre, c'est aussi que sur le plan du soutien à l'action culturelle, il y a quelques problèmes qui se posent. Il n'existe pas de façon fonctionnelle un fonds dédié au soutien à l'action culturelle. Donc le ministère n'a pas dans ses lignes budgétaires de l'argent qu'on pourrait donner aux artistes pour soutenir leurs projets. Et ça fait qu'on est embarrassé parce que pour moi qui traite ces dossiers, par semaine j'ai en moyenne une quarantaine de lettres d'artistes, de promoteurs culturels qui ont besoin d'argent pour un festival, pour une activité quelconque. Et quand vous n'avez pas de ligne budgétaire pour faire face à ça, il va falloir trouver des solutions, des alternatives avec les moyens qu'on vous donne pour essayer d'accompagner ceux que vous pouvez accompagner. Oui, il y a un programme ACP, ACP c'est le programme Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc c'est un programme qui permet à tous les pays, à toutes les industries culturelles et créatives de ces différents pays de pouvoir accéder à ces fonds. Et ces fonds ont la particularité d'être adressés aux organisations de la société civile. C'est un fonds important de 40 millions d'euros qui a deux volets. Le premier volet concerne le soutien aux industries culturelles avec 26 millions d'euros. Et il a commencé en 2021 ce programme-là. Et 350 projets ont déjà été financés. Et dans les 350 projets,
au Congo spécifiquement, il y a trois bénéficiaires. Et l'un des bénéficiaires, c'est l'espace Yaro. L'Union européenne, les appels à projets sont là. On peut savoir écrire le projet, mais il y a, est-ce que vous avez le récépissé du ministère de l'Intérieur, vous avez un compte bancaire, comment vous fonctionnez, tous ces bilans, ces trucs-là, voilà. Donc ça, c'est parfois ce qui faisait défaut. Voilà. Et maintenant, je crois que comme on est en train de se structurer, d'avoir ces éléments-là, on est en train de s'engager là. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, le partenariat public-privé, la première chose que je demande, aidez-nous à nous structurer. Aidez-nous à faire monter en compétences les gens qui travaillent avec nous. Aidez-nous à monter de vraies entreprises. Et une fois que nos entreprises seront consolidées, à ce moment-là, on peut faire des propositions. Et ça, c'est aux institutions. Pour moi, l'espace Yaro est un modèle de structuration. Madame la présidente du Conseil vous donne la possibilité de venir tenir des activités. Mais vous savez qu'au sein du centre, vous avez une organisation. Il suffit pour vous que vous vous entendiez avec ceux-là qui veillent au bon fonctionnement de ce centre. Et quand ça a l'air de se compliquer, revenez nous voir. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs, et de deux en particulier. Le premier facteur, c'est la disponibilité des fonds. Puisqu'il n'y a pas de l'argent en majeur européen, où on peut facilement aller prendre les choses et donner aux artistes, mais il arrive qu'il y ait de l'argent qui circule quand même au ministère en fonction de l'évolution de nos travaux. C'est vrai que c'est un peu le facteur chance. S'il arrive que votre projet est déposé au ministère du moment où il y a de l'argent disponible, il y a des chances que ce projet soit accompagné. Donc il peut arriver que votre projet ne soit pas accompagné, pas parce que le dossier est mal monté, mais simplement parce qu'au moment où vous faites votre demande, on est malheureusement dépourvu de vos moyens pour vous accompagner. Donc là, on vous fait une lettre qui est généralement signée par le directeur du cabinet, où vous exprimez la capacité du ministère à vous accompagner. Parce qu'on s'arrange à répondre à tout le monde, même si ce n'est pas évident. La fuite de demande est grande. L'autre facteur, au-delà du facteur financier, c'est le facteur présentation. Comment est-ce que la demande est faite? Parce que ça, c'est important puisque c'est didactique. Et aussi, qu'est-ce qu'on demande? Quand on est artiste, et là, je ne sais plus le conseiller qui parle, c'est d'un artiste à l'autre, ayant un peu de dignité. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander aux institutions. Il est arrivé que pour le festival Maloba du Serge Dani, nous ayons logé tous les invités internationaux. Parce que notre ministère a aussi désormais le tourisme. Et qui dit tourisme dit hôtellerie. Donc ça, c'est des demandes qui peuvent être adressées au ministère. Il peut y avoir des facilités, des prix préférentiels ou des logements aux frais du ministère pendant les festivals. Donc ce sont ce type d'aides-là, mais pour ça, on a besoin que ceux qui nous écrivent définissent aussi clairement les besoins. Donc je pense que le combat, c'est d'arriver à avoir, et bien sûr, c'est un plaidoyer et des acteurs et du ministère qui se mettent ensemble parce que le ministère devra les défendre dans le budget national. Ces fonds-là. Mais une fois que c'est acté, c'est parti. Et je peux même vous dire qu'au BCDA, évidemment, on travaille pour les artistes, mais le BCDA est également alimenté par l'État. C'est un établissement public. Mais je peux vous dire que les salaires du BCDA ne sont pas payés régulièrement, que leur budget de fonctionnement est à peu près 50 gouttes. C'est la même chose pour le CEPAL, c'est la même chose pour Zoni la Route-Nancy, et c'est compliqué. C'est pour ça que si on crée un fonds sans réfléchir au modèle économique, vraiment qu'il y ait des ressources exogènes, et si les ressources doivent venir directement des caisses de l'État, c'est un mauvais problème. Et justement, j'ai accompagné depuis quelques années la mise en place du FODAC, c'est le Fonds pour la culture en Guinée qu'on a créé. Et justement, dans cet accompagnement, il était question que l'État mette de l'argent, mais qu'ils aient dans leur statut la possibilité de postuler sur des appels d'offres pour alimenter le fonds. Donc, le FODAC peut postuler à l'Union européenne, peut postuler à l'OIF pour alimenter son fonds. Et ça permet d'avoir une sécurité. D'avoir cette sécurité. Et c'est pareil au Sénégal, certains de ces fonds sont alimentés par l'OIF en partie. Ce n'est pas l'État qui met tout. Il met une base et on va chercher d'autres ressources pour l'alimenter. Et ça, c'est très important. Mais c'est voilà, je pense que les mécanismes sont possibles. Voilà.
Mais pour ce qui est des réponses, j'ai dit tout à l'heure que nous émissions toujours un courrier signé par le directeur de cabinet pour répondre à un acteur culturel lui disant qu'on ne peut pas l'accompagner. Si on peut l'accompagner, on l'appelle directement et on va vers l'accompagnement. Il y avait une autre question, c'était sur, oui, associer les acteurs culturels dans l'élaboration des lois. Luc Maïtougou l'a dit, que évidemment au Sénégal on travaille dessus. Et moi, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit que nous sommes en train de travailler sur la révision de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. On ne travaille pas en vase clos. Parce que, encore une fois, je rebondis dessus, on est acteur culturel, oui, mais on n'est pas juriste. Ça, il faut le comprendre. Il y a un droit qui est appliqué à la vie culturelle. Ce n'est pas parce que vous êtes musicien que vous savez tout sur le fonctionnement juridique de la musique. Et donc, nous, au ministère, la démarche pour laquelle on a opté, c'est laquelle? Le ministère, avec ses cadres, ses experts, propose un draft. Et une fois que ce draft est validé par notre équipe juridique et les conseillers, les directeurs conseillers, nous nous ouvrons à d'autres personnes. C'est ce qu'on a fait pour cette loi sur le droit d'auteur. Le festival, avec effectivement, vous allez constater que le centre culturel Jean-Baptiste Atulta avait connu une période de sous-activité. Donc, Madame la Présidente du Conseil est en train de s'employer pour faire de sorte que ça s'anime, et je crois que vous êtes en train de le constater. Le festival Yabeto reviendra pourvu que vous soyez là pour nous le rappeler continuellement et pour mettre en place tout ce qu'il faille pour nous redémarrer. Là, nous avons des outils, des éléments à travers cette table ronde pour l'accompagnement culturel. S'il n'y a pas d'accompagnement, toutes ces œuvres vont être vouées à la mort. Et vraiment, nous sortons de cette table ronde enrichie. J'en sors content et satisfait parce qu'on a besoin d'avoir des espaces de dialogue entre les artistes et les institutionnels. Les institutionnels sont en possession d'un certain nombre d'informations et connaissent bien les réalités auxquelles l'État est confronté, et les artistes ne les ont pas toujours. Inversement, les artistes sont en possession d'un certain nombre d'infos sur les réalités de terrain auxquelles ils se confrontent dans l'exercice de leur travail. Et c'est bien qu'il y ait des espaces de dialogue entre eux pour qu'un ciment puisse se créer, qu'il y ait une complémentarité dans la manière dont les choses doivent évoluer.